américain Tibor Nagui a déclaré que le Congo a eu pratiquement la meilleure des élections jamais connues depuis son début. La question est, si cette position est soutenue par Trump et leur gouvernement, pensez-vous encore trouver une oreille attentive auprès des Occidentaux? Nous pensons qu'une solution efficace à cette crise est nécessaire et moi, j'ai conduit les Occidentaux à examiner la proposition que j'ai faite. C'est une proposition concrète. Nous disons la vérité des urnes qui se décline en deux volets. Le premier volet, le récomptage des voix. Mais je comprends que le récomptage des voix aujourd'hui, c'est un exercice très difficile parce que la CENI n'a pas de PV. Alors, deuxième volet, refaire les élections. C'est possible. On réclame au Venezuela de nouvelles élections et nous réclamons aussi de nouvelles élections. Pas simplement l'élection présidentielle, mais l'élection présidentielle, législative nationale et législative provinciale. Parce que tout a été fabriqué. Tous les résultats ont été fabriqués. Il y a des députés, c'est vrai, qui ont été élus, mais il y a plus de députés nommés par M. Nanga. Donc on doit résorber cette crise de légitimité. Est-ce qu'il y a un rôle spécifique pour la Belgique, vous estimez? Oui, la Belgique a un rôle spécifique. La Belgique a été toujours en avant dans ce qui se passe au Congo. Nous avons des relations privilégiées et nous avons une diaspora ici importante et nous pensons que la Belgique a un rôle très important dans le dénouement de la crise post-électorale au Congo. Est-ce que vous serez reçu par certains politiciens belges de haut niveau? Tout à fait, tout à fait. Je serai reçu. Quelle peut être la position? Le fait qu'ils reçoivent quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas comme président du Congo? Mais non, ce n'est pas à eux de reconnaître ou de ne pas reconnaître. Vous avez suivi M. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, qui a dit que ce qui s'est passé au Congo, c'était un compromis à l'africaine. Ça veut dire que c'est un arrangement malheureux et c'est un arrangement en dehors du peuple congolais. Et c'est que moi, je vais dire aujourd'hui aux Occidentaux, c'est que le peuple congolais, c'est lui le souverain. Le peuple congolais est allé aux élections et le peuple congolais a choisi des dirigeants. Et ce sont ces dirigeants qui doivent gouverner le pays et pas d'autres personnes. Donc maintenant, on parle de la paix. De quelle paix parlons-nous? Parce que je peux aujourd'hui donner des mots d'ordre pour que le peuple ne suive pas ce que M. Tshisekedi va dire. M. Tshisekedi, en plus de ne pas avoir de légitimité, il n'a aucun contrôle. Parce qu'il a été désigné par M. Kabila qui contrôle tout. Or, le peuple, qu'est-ce qu'il a voulu? Le peuple a voulu les changements. Le changement de quoi? Les changements du système. Or, le système Kabila demeure. M. Tshisekedi n'est qu'un masque et rien ne changera. Donc, si nous voulons le statu quo, allons-y. Et si nous voulons changer les choses, changeons-le, pardon. Et c'est ce que je dis aux Occidentaux. Les Occidentaux nous ont appris les valeurs judéo-chrétiennes, entre autres valeurs d'intégrité. Est-ce que là, c'est vraiment l'intégrité qui prévaut ou c'est la fraude? Donc, si on a établi dans une nouvelle démocratie, une nouvelle règle dans la démocratie, c'est on joue à qui perd gagne, allons-y et disons aux Congolais, les élections maintenant, faites tout pour perdre parce que c'est vous qui serez le vainqueur. Comment vous interprétez la dernière position des évêques de l'Église catholique? Pour nous, les gens de l'extérieur, il me semble qu'ils sont en train de prendre un certain virage, qu'ils estiment que ça ne vaut plus la peine d'exiger vraiment cette vérité des urnes. Ou est-ce que vous êtes plus optimiste? Non, je suis plus qu'optimiste. Le cardinal Mosengo l'a bien dit ici en Belgique. C'est Fayoulou qui a gagné et il faut la vérité des gens. On lui a posé la question, où ira-t-il dans cette recherche de la vérité des gens? Il a dit qu'il ira jusqu'où Fayoulou ira. Donc, nous irons ensemble. Monseigneur Outembi, à Rome, il a bien dit que la vérité étant une valeur émanant de la justice, il faut la rétablir, il faut la vérité.
Monseigneur Ambongo, le dernier, l'archevêque de Kinshasa, il a dit dans une interview qu'il a accordée à la Radio France Internationale, il a clairement dit par 2 fois que c'est Martin Fayulu qui a gagné les élections. Mais maintenant, on met les gens devant les faits accomplis. Les évêques ne sont pas là pour faire la politique. Les évêques sont venus pour aider. Ils ont mis 40 000 observateurs qui ont clairement dit que c'est Fayulu qui a gagné. Ce n'est même pas une question de Fayulu ou de XY ou Tartampion. C'est une question du peuple. Et je crois que les évêques sont très lucides, très conscients. Ils continuent leur travail de la recherche de vérité. Et cette vérité, moi, en tout cas, avec tous les membres de la MOCA, nous allons continuer à la rechercher. Une toute dernière chose, qu'est-ce que vous attendez en fait concrètement de la diaspora congolaise? Ici en Belgique, au début, la diaspora était très hésitante. Après les élections, maintenant il nous semble qu'il y a un certain support pour vous. Mais qu'est-ce que la diaspora peut faire? Évidemment, la diaspora congolaise avait raison, parce que la diaspora congolaise a dit, mais est-ce que vous pouvez aller aux élections avec quelqu'un qui occupe le pays illégalement, avec quelqu'un qui ne connaît pas les méthodes démocratiques? Nous avons dit, nous allons tout faire. Et comme les évêques et la communauté internationale nous ont prêté main forte pour vérifier, pour surveiller les élections, nous avons, formé nos membres et nous avons eu des témoins dans les bureaux de vote. Nous avons dit, cette fois-ci, nous allons aller pourvu que nous puissions avoir un candidat commun. Le peuple a demandé ces candidats communs et nous lui avons donné ces candidats communs et les amis m'ont fait l'honneur d'être à la tête pour les représenter. Donc, maintenant, la diaspora congolaise avait raison de dire, maintenant que les élections se sont déroulées et que le peuple a choisi, et nous avons vu comment le peuple a choisi, nous allons derrière celui qui a été choisi par le peuple, et je crois que c'est ça qu'elle fait. Mais aussi, au moins une partie de la diaspora qui est plutôt du côté UDPS et qui, même si M. Tshisekedi n'a pas gagné les élections, qui ont même choisi plutôt leurs propres frères, disons. Mais tout à fait, même au Congo, il y a des gens qui sont derrière M. Tshisekedi, c'est tout à fait normal. La démocratie, ce n'est pas 100%, c'est 50 plus 1. Mais là, ce qui est grave, les candidats de la MOCA ont fait 62,11%, tandis que M. Félix Tshisekedi a fait moins de 17%, comme M. Shadari Ramazani. Les deux, moins de 34%. Et voyez-vous, il n'y a pas match. On peut discuter, on peut décider, nous, la MOCA, de dire, bon, on va attendre encore dans 5 ans, si effectivement la différence était, comme ils ont dit, de 686 000 voix. Mais ce n'était pas ça. La différence est énorme. On ne peut pas accepter les dictats d'un monsieur qui s'appelle Nanga, qui se met à fabriquer les chiffres et que tout le monde entier, y compris les Congolais, disent oui, non, nous Congolais, on ne peut pas dire oui. Et c'est pour cela, j'ai dit et je le répète, la place de M. Nanga doit se trouver dans la prison. On ne peut pas continuer à laisser ces messieurs organiser les élections dans notre pays. On ne peut pas laisser ces messieurs vivre librement parce qu'il a troublé l'ordre public. Mais derrière M. Nanga, c'est M. Kabila. Bien sûr, vous comprenez bien. Donc on ne peut pas laisser M. Kabila continuer à gouverner le Congo aujourd'hui. M. Félix Tshisekedi est là. Pourquoi? Parce que Kabila a voulu et il a porté le masque Tshisekedi. Et nous ne pouvons pas continuer si on est des démocrates, si on aime ces pays. Ce n'est pas question d'un individu ou d'intérêt de qui que ce soit. C'est l'intérêt de toute une nation et c'est l'intérêt de l'humanité. Parce que la démocratie, c'est un système qui, aujourd'hui, dans tout le monde entier, dans tous les pays du monde, c'est le système qui vaut et qui prévaut. Donc, si nous, on galvaude la démocratie, si nous, au Congo, on se dit, voilà, on accepte, qu'est-ce qu'on va enseigner aux étudiants qui étudient les droits constitutionnels? Qu'est-ce qu'on va enseigner aux élèves dans les cours de civisme ou l'éducation à la citoyenneté? Donc, nous avons un rôle pédagogique pour dire non à tous ceux qui n'entrent pas dans les valeurs, comme je dis tout à l'heure, judéo-chrétiennes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Brigard. Oui.
Voilà, là c'est Hôtel Hilton, Bruxelles, le 9 mars. C'était avec la télé VRT, donc là ça va continuer avec... ça continue avec qui? Belga. Avec Belga. Belga Presse. Avec Belga Presse, on continue. La Libre Belgique. Ensuite ça va être la Libre Belgique. Et pour finir avec Bundesafrika de Allemagne. Ok, on va finir avec Bundesafrika d'Allemagne. Voilà, on est encore loin. Ok. Je voudrais faire en sorte que, à moins qu'à présent, on n'est pas mieux pour résoudre Pardon. Nous sommes responsables, nous sommes conscients qu'il y a une crise post-électorale et que cette crise ne mènera nulle part, ou en tout cas ne mènera pas au développement, à la paix, à la sécurité comme d'aucuns l'ont prétendu. Il est nécessaire qu'on se mette autour d'une table, et c'est ça une solution, de se mettre autour d'une table pour trouver la solution. Et donc quoi, un nouveau dialogue intercongolais, une nouvelle table ronde? C'est pas un dialogue intercongolais où on mettra tout le monde, mais c'est une discussion, un dialogue entre les parties prenantes, et nous connaissons les parties prenantes, il n'y en a pas 36, il y a deux parties prenantes, il y a FCC barre de cash d'un côté, et de l'autre côté, il y a la Mouga. Et comment, à part le peuple, parce que jusqu'à présent, les manifestations d'opposition aux résultats ont été relativement limitées, on a l'impression que plus le temps passe, plus le peuple se résigne quelque part. Le peuple ne se résigne pas. Vous voyez, les élections se sont passées il y a un temps. Je suis venu ici, vous avez vu l'enquête, et je ne sais pas si vous avez vu des vidéos là où j'ai été à Butembo, à Beni, à Goma et partout. Et ça va continuer. J'irai ailleurs. J'irai ailleurs. Ce n'est pas fini et on ne peut pas penser que cela soit fini. Parce que M. Kabila, en 2011, c'était la même chose. Il a crié que, après avoir volé la victoire à Tshisekedi, Étienne, et c'était fini pour ce qu'il a appelé l'opposition, ce qui était l'opposition de l'époque. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas d'opposition. Nous sommes du pouvoir. Nous sommes du pouvoir du peuple. Mais en 2011-2012, on a commencé comme on est en train de faire maintenant, des discussions pour avoir des dialogues et trouver une solution adéquate. Il y a certains pays occidentaux qui ont entêté M. Kabila et il est parti, mais très vite il s'est ravisé, il a vite convoqué les concertations nationales. Les concertations nationales ont bien eu lieu et nous n'étions pas là. Il a vu que c'était un échec. Il a commencé à convoquer d'autres réunions. Il a eu des relations, bien sûr, en cachette, en catimini avec l'UDPS. Rappelez-vous des Venise, rappelez-vous des Ibiza, Monaco, Paris. Il y a eu des réunions. Rappelez-vous qu'à un moment donné, dans ces discussions, M. Félix Tshisekedi devait être rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Rappelez-vous le fait que le président Tshisekedi n'a pas voulu et lui non plus il ne pouvait pas répondre positivement et il a été exclu de l'Assemblée nationale pour ça. Donc, et jusqu'à ce que nous avons eu les dialogues de la Cinco organisés par les évêques catholiques. Mais tout ça, pourquoi? Parce que Kabila s'est entêté au départ, certaines personnes l'ont suivi dans ce sens et nous avons eu ce que nous avons eu. Aujourd'hui, ça sera la même chose. Sinon, demain, comment voulez-vous organiser les élections au Congo et que les gens répondent positivement? Personne ne répondra. Tous ces jeunes gens, tous ces enfants qui ont 13 ans aujourd'hui, dans 5 ans, 13, 14, 15, 16, qui n'ont pas voté, dans 5 ans, ils seront des millions. Mais ils comprennent très bien. Même un enfant de 10 ans, même de 7 ans, a compris ce qui s'est passé. Et comment voulez-vous que dans 5 ans, les gens puissent se ruer devant les bureaux de vote comme ils l'ont fait dernièrement? À l'international, votre tentative de recours devant une cour à l'international, africaine, oui, nous avons été, donc les avocats ont déposé
des recours à la Cour, une requête à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, ça, c'est le début de l'international. J'irai à Genève, on va continuer avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et il y aura beaucoup de recours. Il y aura beaucoup de dossiers de justice qui vont entrer. Est-ce que vous avez étudié ce qui s'est passé au Congo? Ça, je peux rester ici jusqu'à demain, vous parler depuis 2011-2012, ce que M. Kabila a fait. Il a voulu, changer la Constitution, il n'a pas pu. Il a voulu réviser la Constitution, il n'a pas pu. Il a monté toutes les subterfuges possibles, mais jusqu'à fabriquer un fichier électoral de 46 millions d'électeurs. 46 millions d'électeurs. On a nettoyé suite à la pression du mouvement que nous avions, le rassemblement. Suite à cette pression-là, on a élagué 6 millions d'électeurs sur ces fichiers originels de 46 millions. Nous avons eu 40 millions 300 000. Tout le monde vous a dit, et vous-même, vous avez dit qu'il y a eu un mouvement dans les bureaux de vote, c'est dimanche 30. Mais comment conciliez vous le fait qu'il y a eu un mouvement dans les bureaux de vote et que le taux de participation soit seulement de 47%? Et si vous poussez l'analyse plus loin, vous comprendrez très bien que les 10 millions d'effectifs dont on parlait, 10 millions d'effectifs sont là. Parce que le vrai chiffre, c'est 30 millions. Si vous prenez les 30 millions d'électeurs, 30 millions 300, vous enlevez les 1 million 300 des circonscriptions qui n'ont pas voté, c'est-à-dire Yumbi, Butembo, Béniville et Béni-Territoire, vous avez 29 millions. Et si vous prenez les 18 millions, 18 millions 400, divisé par ces 29 millions, vous avez un taux de participation qui approche de 65%. Exactement le taux de participation que le Sénégal vient de connaître. Et c'est ça le vrai ou la vraie situation. Vous n'avez pas peur que la coalition Lamouka s'effiloche petit à petit? On a déjà vu que certains étaient prêts à rallier la majorité. Qui de Lamouka est prêt à rallier la majorité? Certains semblent prêts. Non, il faut me dire qui est. Je vous donne la réponse précise. J'ai besoin d'une question précise parce que Lamouka est là. Il y a eu un certain nombre de déclarations disant que Lamouka n'était qu'une coalition électorale. Mais qui des leaders, les leaders de Lamouka sont, je vais vous le donner, disons-les à deux ordres, il y a M. Jean-Pierre Bemba, M. Moïse Katumbi, M. Adolphe Mouzik, M. Freddy Matoumulu, moi-même, et puis vous avez Antipas Moussa Niamoussi. Dites-moi qui de ceux-là a dit que la Mouka n'était qu'une coalition électorale? Oui, la Mouka, c'est une coalition électorale. Oui, la Mouka a un sous-bassement, il y a des textes. Nous avons signé un acte. Et il est évident que dans cet acte, il était dit qu'après les élections, nous allons évaluer la situation et nous allons nous projeter dans l'avenir. Donc, alors si ceux-là dont je vais te citer n'ont encore rien dit, considérez que la Mouka existe. Et la Mouka existe bel et bien. Et vous voyez ici, ce sont les membres de la Mouka. Et la Mouka va faire une réunion bientôt. On vous appellera et vous allez savoir, vous aurez en tout cas un rapport final et une déclaration finale des leaders de la Mouka. Vous comptez rencontrer M. Katumbi, M. Bemba durant votre séjour? Comment rencontrer? Je suis avec M. Katumbi tous les jours au téléphone. Je suis avec M. Bemba tous les jours au téléphone. Donc hier et aujourd'hui, je ne les ai pas encore eus, mais hier, je les ai au téléphone tous les jours. Est-ce que vous considérez le fait, par exemple, que M. Katumbi ait obtenu à nouveau son passeport comme un développement positif? Mais nous avons été au dialogue de la Cinco. Nous avons exigé que M. Katumbi rentre au Congo. Nous avons exigé que tous les prisonniers politiques sortent des prisons. Nous avons exigé que les manifestations se passent d'une façon démocratique, librement, selon les lois de la République. Nous avons demandé que les droits de l'homme ne soient plus bafoués. M. Katumbi a demandé son passeport depuis, et s'il l'obtient, ce n'est que normal. Il devait l'obtenir.
Mais vous savez que nous-mêmes, même qui étions à Kinshasa, au Congo, on nous faisait des problèmes pour renouveler nos passeports. Pour renouveler mon passeport, des fois, j'ai dû avoir des prises de bec avec M. Kalev. Il y a des gens au Congo, le professeur Kalele est resté 2 ans sans passeport. Donc nous sommes tout à fait contents que M. Katumbi ait eu son passeport pour pouvoir voyager librement. Parfait. Je vous remercie. Oui, bien sûr, je ne me suis pas pris. C'est un livre. Ok. D'accord. Bon, maintenant ça va être la libre. C'est quoi? Là, ça va être l'interview avec la libre. Bon, bah, c'est avec la Miss Epiphanie. D'accord. On va faire la libre maintenant, qui commence. Donc, là, ça va être avec la libre.be. Je crois que c'est ça. Et je vous reviens tout de suite. Parce que c'est lui qui les a nommés. C'est lui qui les a faits. Et donc, les développements, le changement tant attendu au Congo n'arriveront jamais. Vous parliez de votre proposition en 2 temps, donc qui était soit le recomptage qui est impossible puisqu'ils n'ont pas les PV. Oui. Petite incise, est-ce que vous les avez? Oui. Pourquoi est-ce que vous ne les avez jamais diffusés? Mais comment on les jamais? Nous les avons amenés. Vous avez vu à la Cour constitutionnelle, Oui. nos avocats ont amené des cartons. Mais des cartons, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons eu 220 000 témoins. Et c'était très difficile, certains témoins étaient chassés des bureaux de vote, mais il y a beaucoup de témoins qui ont eu des PV. Et nous avons aussi procédé, donc on a pris des prises photographiques des résultats qui ont été affichés. Nous avions eu un centre de traitement qui était dirigé par Pierre Lumbi, le directeur des campagnes, et nous avons produit les chiffres. Nous les avons amenés à la Cour constitutionnelle. Et nous avons amené des cartons, des PV à la Cour, et la Cour a récupéré ces PV. Mais ces PV, c'est pour confronter avec les PV que la Cour, les procès-verbaux que la Cour devait recevoir de la commission électorale. Ce que nous avons présenté, c'est les chiffres. Nous avons fait un meeting pour dire voici ce que notre centrale électorale a comme chiffre venu des PV récoltés par nos témoins. Et de toutes les façons, mais les PV sont clairs. Deuxièmement, la fuite organisée par certains éléments, des citoyens conscients de ce que Nanga voulait faire. Ceux qui travaillent à la CENI, ils ont fait fuiter les résultats, les vrais résultats. M. Nanga n'a jamais contesté ces résultats. Tout le monde entier le sait. C'était publié par vos journaux, c'était publié par la presse internationale. Donc, dire que pourquoi vous n'avez pas donné vos bébés, nous les avons donnés à la Cour, mais la Cour devait faire son travail. La procédure de la Cour est très simple. Il y a un recours. Qu'est-ce que vous faites? Et surtout de ces niveaux-là. Vous prenez les PV qui vous ont été destinés et vous faites les recomptages de voix. Et là, si la Cour avait fait les recomptages de voix, on a donné à M. Tshisekedi à peu près 38%. Moi, j'avais dit 35%. La différence était de 6 886 voix. 686 000 voix. 686 000 voix. Mais les 686 000 voix, mes avocats ont dit que si vous ne voulez pas partout, je ne sais pas par quel miracle, vous n'arrivez plus à retrouver les PV et tout ça. Mais vous avez Yumbi, Butembo, Beni, qui ont 1 300 000 électeurs. Et donc, si la moitié de ces gens votent, c'est presque 800 000. Et là-bas, c'est mon fief. Donc, je ne comprends pas. Et des fois, on a du mal à expliquer parce qu'on a l'impression que le monde est à l'envers. Je reconnais je pense qu'on a tous du mal à expliquer ce qui s'est passé. Mais non, mais on a du mal à expliquer, on a du mal à
faire comprendre aux Occidentaux ou eux-mêmes comment ils vont aller expliquer à leur base, à leurs opinions. Je vous interromps parce que je voudrais revenir sur le deuxième point qui était la réorganisation des élections. C'est un schéma dans lequel vous croyez vraiment? Moi, je crois. Je crois pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un fichier électoral qu'on a dit de 40 millions 300 000 électeurs. Nous savons que ces fichiers n'ont que 30 millions parce que il y a 10 millions d'effectifs, nous les avons dénombrés. Il y a 6 600 000 sans empreintes, 2 400 000 qui n'ont pas toutes les empreintes et 500 000 cartes perdues. Et il y a des mineurs et des militaires et des policiers. Donc ça fait grosso modo 10 millions. Alors sur les 10 millions là, nous disons qu'il faut simplement appliquer les recommandations de l'OIF. Si on applique les recommandations de l'OIF, donc on peut avoir un fichier électoral assaini. Et donc on change la composition de la CNI, Nanga et ses membres s'en vont. On change la composition de la Cour constitutionnelle. Nous n'avons plus beaucoup de millions de dollars à dépenser pour l'organisation des nouvelles élections. Et ces nouvelles élections, admettons que ça coûte 200 millions, 300 millions de dollars. On doit faire un calcul des coûts d'opportunité. C'est 200, 300 millions de dollars par rapport à ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Ça fait plus d'un mois qu'il y a quelqu'un qui est là et les pays n'avancent pas. C'est un climat délétère. Tout le monde se demande où sommes-nous. Aucun investisseur, ni intérieur, ni extérieur, ne peut investir aujourd'hui au Congo. Donc, les choix, et il faut suivre comme les amis du Venezuela, réorganiser les élections et que nous ayons des gens capables pour surveiller et des gens surtout capables pour les organiser. Vous pensez que ça peut être entendu au niveau international? Mais écoutez, moi je n'ai pas d'injonction à donner au milieu international, mais simplement les gens doivent être responsables et savoir que de toutes les façons, la situation ne peut pas se résorber d'elle-même. Dernière question. Vous avez dit lors d'un, je sais plus, je pense que c'était dans le Kouilou, vous avez dit que vous aviez été contacté par le clan Kabila après les élections. Est-ce que vous confirmez la chose? Non, j'ai dit que... On vous a demandé pour être reçu. Vous avez... Madame... Non, j'ai appelé les élections. Madame Damonusco. Madame Damonusco, évidemment, est venue me demander si ça me dérangerait de rencontrer M. Kabila. Je lui ai dit non, ça ne me dérangerait pas, c'est pour lui donner des garanties qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Un, deux, lui dire que la Constitution sera respectée à la lettre. Et trois, la loi qui a été votée par le Parlement dernièrement sur les statuts des anciens chefs de l'État, la loi était là. Et donc, pour moi, je ne fais pas la chasse aux sorcières et je vais gérer les pays pour sortir ces pays du tout où Kabila l'a mis et montrer au monde entier qu'on peut gérer les Congos et que les Congos, avec toutes les ressources qu'il a, ressources naturelles, ressources humaines, nous pouvons être un des pays moteurs du continent africain et même du monde. Visiblement, votre réponse n'a pas suffi au président Kabila. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, j'ai entendu et j'ai lu dans Jeune Afrique que je n'avais pas voulu et j'avais dit non. C'est faux, totalement faux. Et j'avais dit que j'étais prêt. Et je suis prêt à écouter tout le monde. Et vous savez, moi, je comprends comment construire le consensus, comment discuter avec les gens. Et ce que nous voulons aujourd'hui. Et là, je suis fier de mes compatriotes qui pensent que ce qu'il nous faut aujourd'hui, nous avons le même sort. Il nous faut l'unité et la cohésion nationale. C'est l'élément ou les deux éléments essentiels pour nous. Vous pensez que les élections dans les 4 circonscriptions vont avoir lieu, vont être mieux organisées, vont donner un autre résultat? Mais non, de toute façon, dans les 4 oui, ça va avoir lieu les 31, ils ont annoncé. Bon, l'interview avec la Libre vient de se terminer.
Et donc je crois qu'il reste Bundes, ceux qui viennent d'Allemagne, qui vont devoir faire pour changer tout ça. Parce que juste après, on part à ULB où il va avoir lieu rencontre avec beaucoup de Congolais tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'on les a tués? Et aujourd'hui, le pouvoir de M. Kabila a voulu réitérer la même expérience, cette mauvaise expérience, cynique expérience, en disant qu'il y avait le tribalisme dans les Kwilu et qu'on aurait tué des compatriotes, des Congolais ressortissants du Kasaï. Mais nous avons subi une pression, même de la MONUSCO. M. Mouzito, l'ancien Premier ministre, et moi-même, allez vite à Kikwit, allez dans le Kwilu, arrêtez ces phénomènes de tribalisme. Vous voulez nous piéger? Moi, je suis Kilois, moi je suis né, grandi à Kinshasa. J'ai les amis de toutes les contrées du Congo. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il n'y a aucun Kassaïen qui n'a été tué au Kwilu. Aucun. Et la MONUSCO a les rapports. Je viens de Kikwit et j'ai vu les ressortissants du Kasaï qui m'ont dit, M. Fayou, nous avons voté pour la députation nationale. Nous avons voté M. Mouzito. M. Mouzito, sa femme est Louba. Comment nous allons faire? Et c'est le général là-bas qui a tué à bout portant. Et ça, c'est quelque chose orchestré par les services de sécurité. Il a tué, et là, ils sortent demain pour dire que non, c'est une guerre communautaire. Et le monde entier a voulu croire ça. Et maintenant que le monde le sait, pourquoi on ne dit rien? Pourquoi on ne dit absolument rien sur cette question? Alors, on a voulu livrer des gens et dire que voilà Fayoulou. Et Fayoulou serait aujourd'hui, comme on a amené Bemba à la CPI pendant 10 ans. Et c'est ça la communauté internationale. Et c'est ça être émotionnel. Il n'y a pas d'émotion. On vous donne les faits. Ce sont les faits. Alors, je ne comprends absolument rien. J'ai aussi cette civilisation. J'ai étudié ici. Nous avons la même civilisation dans le monde. Mais maintenant, on parle de quoi? Et là, il faudrait que les enquêtes sur Kikwit soient menées et savoir les auteurs intellectuels et poursuivre ces généraux avec ces militaires qui ont tué. J'ai vu les familles des victimes. Ils sont là, il y a des procès. On veut obstruer ces procès-là. Il faut que vous puissiez en parler pour que le monde entier sache la vérité et que les auteurs soient condamnés. J'ai une petite question supplémentaire pour les médias catholiques belges. Vous venez de faire la louange, Monsieur le Président, des évêques de la Synco, mais n'y a-t-il pas risque de division au sein de la Synco aussi? Il y a quand même 8 évêques qui ont félicité après la prestation de serment M. Tshisekedi. Oui, mais c'est une société qui est multiforme et évidemment, il y a des gens qui se sont laissés, comment dire, aller par ces relents parce que c'est les fils, c'est les cousins, c'est les neveux et tout ça. Mais moi, je pense que non, l'Église catholique est très forte. L'Église catholique, c'est le principe, sont des valeurs. Et ces valeurs vont primer et tout va rentrer. Vous avez eu l'occasion de concerter avec Monseigneur Otami? Oui, j'ai vu, pas après les élections, mais j'ai vu, comment dire, même avant les élections, moi j'ai vu Monseigneur Ambongo, Félix Tshisekedi et moi, nous l'avons vu. Ce que Monseigneur Ambongo a dit hier, qu'il était assez content avec les premières démarches. Mais vous avez compris, quand on lui avait dit quels sont ces faits qui vous disent, qui vous font dire ça, il a dit que ces déclarations, les déclarations, mais vous savez, mais il a dit, il faut bien lire entre les lignes l'entretien de Monseigneur Ambongo. Par 2 fois, il rappelle qu'il est le vainqueur. Il rappelle le vainqueur par 2 fois. Okay? Et il dit que, attendons voir, ils ont été mis devant un fait accompli.
qu'est-ce que vous voulez? Eux, ce n'est pas leur rôle d'être opposants à ce qui s'est fait. Ce n'est pas leur rôle, comment dire, de remuer les couteaux sur la plaie ou dans la plaie. Eux, ils sont partis, ils ont observé, ils ont donné et ils continuent. Il y a aussi la crainte pour la violence, naturellement. Monseigneur Monsengo me disait, nous n'appelons plus à aller marcher vers les églises parce que la dictature de la fois précédente a tué dans les églises. Exactement, il a totalement raison. C'est comme ça, ça c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque parce que quand la communauté internationale dit que les Congolais ne sont pas sortis pour revendiquer, le cardinal vous a donné la réponse. Mais si les Congolais sortent, ils vont se faire massacrer. M. Kabila ne fait que massacrer les Congolais. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Attendez, manifester différemment. Et vous voyez manifester quand je les appelle à manifester. Je suis parti à Rwanda. J'étais dimanche à Matadi. Et finalement, on m'a dit que mais tu n'as pas été pendant la campagne à Rwanda. Le même dimanche soir, on dit que demain, on sera à Goma et à Rwanda. Et lundi, vous avez vu la marée humaine. C'est ça la manifestation. Chaque peuple a sa façon de manifester. Et la CPI, pourquoi la CPI n'a pas arrêté M. Kabila dans ses exactions? Pourquoi la CPI n'a pas mis en garde M. Kabila? S'il n'y avait pas des exactions ou ces comportements des tueurs de M. Kabila, vous aurez vu des gens dans la rue. Vous aurez vu des gens dans la rue. Et la preuve, j'appelle les gens. Je vais aller encore dans d'autres provinces. Et ça sera pareil partout. Et c'est la preuve que les Congolais donnent à tout le monde entier qui voulait les changements. Ils n'ont pas eu les changements. Mais Monseigneur Monsengo disait le processus de démocratisation des esprits date de la fin de la dictature moboutiste et la population jeune, mais vous venez de le dire vous-même, a vu ce qui s'est passé et ne va pas l'oublier. Exactement. L'Église a fait un travail énorme. En commençant par lui-même, le cardinal, il était président de la CENCO, il a conduit la conférence nationale souveraine de maître de maître. Il nous a. Et petit à petit, vous savez, petit à petit, les Congolais commencent à avoir cette culture démocratique, cette culture des élections. Et l'Église catholique a fait un travail important dans les CVB, partout, et c'est ancré. Mais maintenant, ce même peuple vient de voir ce qui s'est passé et ils perdent totalement confiance aux élections. Ces jeunes qui ont 9 ans, ces jeunes qui ont surtout 13 ans, jusqu'à plus. Dans 5 ans, s'il y a élection, ils n'auront pas d'élection. Ils n'auront pas d'élection. Et là, la communauté internationale disait si elle veut que les Congo soient un pays démocratique où les dirigeants sont élus par le peuple. Bon, si elle décide autrement, elle dit bon voilà, Chirac avait bien dit que la démocratie était un luxe pour les Africains. Et si on continue à confirmer et à croire que c'est un luxe, on fait autre chose. Mais moi, je ne pense pas que la démocratie soit un luxe pour les Africains parce que nous avons tous les mêmes valeurs universelles que nous défendons et nous aspirons aussi à ces valeurs et au bien-être. Je crois qu'on vous attend. Voilà. Il y a juste une minute. Voilà. Juste une petite minute. C'est nos amis de l'Allemagne. 2 minutes. S'il vous plaît, respectez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Président, bienvenue sur le Business Africa Live TV, une chaîne de la diaspora congolaise en Allemagne. Pas plus tard que le début de cette semaine, le sous-secrétaire d'État américain Tibor Nagy a déclaré que le Congo a eu pratiquement la meilleure des élections jamais connues depuis son début. La question est, si cette position est soutenue par Trump et leur gouvernement, pensez-vous encore trouver une oreille attentive auprès des Occidentaux? Écoutez, il faut bien comprendre les raisonnements des Américains. Les Américains et les Occidentaux, souvent, ils nous ont dit que la ligne rouge pour eux, c'était que Kabila ne se présente pas. Kabila ne se présente pas. Et voilà, Kabila n'est pas là, physiquement, pour eux, n'est pas là. Et donc, c'est ça la meilleure élection dont ils parlent. Et c'est-à-dire qu'il y a eu un changement, quelqu'un est parti, il n'y a pas eu effusion des sangs. C'est très important.
Mais ça ne veut pas dire, et parce qu'ils ont, sanctionné certains dirigeants, ils vont encore continuer à sanctionner et dans leur communiqué. Mais ils ne peuvent pas, ça ne peut pas être le cas. Les mêmes Tibor Nagy, qui a fait animer une conférence à Washington, il a dit « How can't we make it better ?» Comment faire pour le rendre meilleur? C'est qu'il y a quelque chose. C'est les mêmes Américains qui, dans leur correspondance, ont dit que les élections, les résultats n'étaient pas corrects. Regardez, 3 jours avant que l'Amérique change de position, il y a eu autre chose. Non, non, je ne suis pas d'accord dans cette interprétation pour dire que les élections étaient les meilleures. Les élections, il a dit lui-même, c'est un processus. On commence par la constitution du fichier jusqu'à la publication des résultats. On a bien vu les fichiers 46 millions, qu'on a réduit à 40 millions avec 10 millions d'effectifs. Donc ce n'est pas bon. On a vu le processus s'est déroulé, les votes lui-même. Les votes s'est bien passé, pas de problème, mais la proclamation des résultats, les résultats fabriqués, à ce niveau-là, comment voulez-vous dire que ce sont les meilleures élections? Ça, moi je devais les voir les 15 à Kinshasa, c'est pas possible, je suis ici, je ferai tout pour le voir à Washington, si je les vois, je lui dirais que je voulais bien comprendre ce qu'il dit, parce qu'il le dit en anglais, mais il faut qu'il le dise clairement pour que les gens comprennent. De soldat du peuple, gardien des temples et maintenant commandant du peuple. Votre combat est maintenant devenu international et nous vous considérons pratiquement comme le Che Guevara du Congolais, El Comandante. Jusqu'où irez-vous avec ce combat? N'y a-t-il pas risque que la recherche acharnée de la vérité des urnes puisse aboutir à une guerre civile au Congo? Craignez-vous pas ça? La guerre civile, c'est les autres qui imposeront peut-être la guerre civile, pas nous. Le peuple ne peut pas s'imposer à lui-même une guerre. Non, vous avez entendu partout où je passe, quand le peuple me demande, ou les jeunes, donnez-nous les armes. Même les adultes, les vieillards, donnez-nous des armes. Je leur dis, vous êtes plus puissants que les armes. Donc ça ne peut pas mener à une guerre civile. Merci, Monsieur le Président. Nous avons normalement beaucoup d'idées, mais nous attendrons à Berlin ou à la Cologne et là vous viendrez en Allemagne. On va s'organiser. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, merci. Là, c'est direction ULB. Là, on est à l'hôtel Hilton de Bruxelles. Crevé. J'ai toujours pas dormi depuis 2 jours déjà. Là, c'est le 3e jour, je suis dead, mais on doit impérativement poursuivre. Donc là, c'est ULB directement et là où beaucoup de gens nous attendent. Donc voilà, merci beaucoup et à plus tard. Merci, merci.